Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, qu'est-ce qu'un DAF externalisé avec Malika Ladouari, CEO de Data Conta et également vice-présidente du club DAF externalisé de l'Ordre de Paris. On évoquera également la procédure disciplinaire des commissaires aux comptes avec Pierre Berlioz, directeur de cabinet du président de la CNCC, et enfin tendance en matière de cession-acquisition des PME avec Marc Sabaté, directeur général d'Inextinso Finance. On commence tout de suite cette émission avec Malika Ladouari pour parler du DAF externalisé. Malika, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce qu'un DAF externalisé? Promis, ce n'est pas un gros mot. Un DAF, c'est un directeur administratif et financier et il est externalisé parce qu'il n'est pas salarié d'une entreprise. En gros, c'est la personne qui, au sein d'une entreprise, va gérer toute la fonction financière ou administrative de l'entreprise. Souvent, c'est le chef d'entreprise qui prend cette casquette, mais il fait beaucoup de choses, ce chef d'entreprise, ou cette chef d'entreprise, bien sûr. Alors, pourquoi identifier cette fonction? Alors, qu'elle soit petite ou grande, toutes les entreprises ont les mêmes fonctions. C'est comme les personnes. Mais ce n'est pas parce qu'une PME a des plus petits besoins, des grands, mais en plus petite échelle, qu'elle n'a pas cette fonction financière et administrative. Et parce qu'elle est plus petite, elle ne va pas avoir les moyens, que ce soit financier ou de travail à faire, pour embaucher un directeur financier à temps plein. Mais pourtant, il y a bien quelqu'un qui doit faire ça. Alors, expert comptable ou DAF? Alors, moi, je suis expert comptable et DAF externalisé. Et je milite pour qu'on fasse les deux. Pourquoi? Parce que les PME ont quasiment tout un expert comptable qui est déjà là, à leur côté, pour toute la partie réglementaire. Et bien trop souvent, les experts comptables ne sont connus que pour cette partie réglementaire, l'alias obligatoire, les comptes annuels à déposer. Pourtant, ils peuvent faire des tas d'autres choses au service des PME. Ils peuvent les accompagner sur des systèmes d'information, sur de la gestion de trésorerie, sur du recrutement, sur de la gestion de talents en interne. Et toutes ces facettes-là sont trop méconnues et c'est pour ça que je suis sûre que les experts comptables peuvent devenir de merveilleux DAF externalisés. Alors, on comprend mieux maintenant ce qu'est un DAF externalisé, mais comment bien le choisir? Alors, je crois que pour bien choisir son DAF externalisé, il faut que ça repose sur de la confiance. La confiance, c'est le maître mot. On doit avoir confiance dans ses compétences, que ce soit ses compétences techniques, ses compétences professionnelles, et sur sa capacité à répondre à un besoin qui sera identifié ou pas, c'est-à-dire à s'adapter. Quand on est membre de l'ordre des experts comptables, on a l'obligation de se former, mais aussi on est contraint à respecter un certain nombre de normes professionnelles sur la qualité de nos travaux. Et ça, c'est fondamental par rapport à des gens qui ne sont pas dans l'ordre des experts comptables. Pour pouvoir réaliser nos missions, il faut qu'on puisse s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire bien comprendre et embrasser une posture de DAF qui va accompagner le chef d'entreprise pour aller avec ses partenaires, que ce soit ses fournisseurs, ses clients, pour de la négociation, pour aller vers ses partenaires financiers, négocier un prêt bancaire. Et dans toutes ces choses-là, on n'est pas simplement l'expert comptable qui va garantir la sincérité des comptes, mais on est quelqu'un auprès du chef d'entreprise qui va venir l'épauler dans son quotidien. Quel est le coût d'un DAF externalisé pour une PME? Alors, je ne sais pas s'il y a un coût, mais en revanche, ce que je sais, c'est ce qu'on apporte à la PME. Et mieux on sait valoriser ce que l'on apporte, plus l'entreprise sait ce qu'elle gagne. Et donc, somme toute, l'investissement qu'elle fait dans la prestation est mesuré. Donc, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne d'un point de vue financier parce qu'on va mieux lui gérer sa trésorerie, on va faire de la relance client pour elle, on va négocier ses délais fournisseurs, on va l'accompagner en installant des logiciels qui vont l'aider et faire gagner du temps à ses collaborateurs. On va mettre en place des tableaux de bord, c'est-à-dire comme dans votre voiture, quand vous avez l'indicateur de la jauge d'essence, de la vitesse, on va lui mettre à disposition des clés qui lui permettent de savoir où et comment va son entreprise. Ça peut être financier, ça peut être non financier, savoir comment les équipes vont en mettant des petits indicateurs de satisfaction. Et donc, ça limite le turnover. Donc, ces coûts-là, ce sont des coûts financiers qu'on sait très bien valoriser. On sait aussi apporter quelque chose d'humain au chef d'entreprise, et ça n'a pas de prix, en fait, ça n'a qu'une valeur, c'est d'être à ses côtés. En tant qu'expert comptable, on est aussi entrepreneur. Et comme on est entrepreneur, on est à côté de lui, on sait partager ses problématiques du quotidien, ses choix cruciaux qu'il doit faire, et il peut réellement compter sur une personne à son niveau. C'est pas une question d'études, c'est une question de posture et de problématiques embrassées. Écoute. Exactement.
Et plus on sera à son écoute, plus on saura déceler les besoins dont il ne sait pas forcément quoi faire ou comment les adresser. Et puis ensuite, fonctionnellement, c'est parce que notre prestation, c'est une prestation qui reste à un coût variable pour son entreprise, qui a un début, qui a une fin, qui peut être progressive et continue dans le temps. Pour autant, elle est associée à un processus, donc c'est clairement identifiable comme pour tracer la rentabilité de notre intervention. Donc, Il faut une vraie démarche du chef d'entreprise. alors, si on est son expert comptable, on doit pouvoir venir solliciter. En tant qu'expert comptable, on peut intervenir sur nos propres missions avec nos clients qu'on a déjà d'un point de vue réglementaire. On peut également travailler main dans la main avec l'expert comptable du dossier qui, pour toutes des bonnes raisons du monde, ne pourrait pas ou ne voudrait pas déployer cette mission chez son client. Donc concrètement, vous ne remplacez pas un expert comptable Non, déjà en quoi. Alors, personnellement, je ne le fais jamais. Je travaille de façon déontologique avec mon confrère. Je fais une entrée en mission pour me présenter, pour lui dire que je viens à ses côtés pour rendre service à l'entreprise. Je ne viens pas lui démarcher son client ou faire de la concurrence Donc déloyale. vous êtes plutôt complémentaire, pour résumer. On est complémentaire, absolument. On va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci Arnaud pour votre invitation. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale. Les tendances en matière de cession-acquisition de PME, on en parle tout de suite avec mon invité, Marc Sabaté, directeur général d'Inextenso Finance. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les principales tendances observées sur le marché des cessions-acquisitions de PME ? Alors, les tendances qu'on observe sur le marché de la cession et la transmission des PME, on le suit à travers le panorama région et transmission que nous éditons depuis maintenant plusieurs années, 2017, la première édition. Donc, on a une bonne vision. Et c'est intéressant parce que je pense que cette tendance de marché, il faut le remettre dans une tendance plus large. On a connu des années 2020 et 2021 particulières avec la crise, la pandémie Covid, la crise économique et le ralentissement qui s'en est suivi. Donc, en fait, l'année 21, qui est la dernière année de référence, est une année de fort rebond du marché des cessions-transmissions, en hausse de 41%. Après une année 2020 qui était elle-même en forte baisse, puisque pendant plus de 2 mois, et de nouveau au dernier semestre de 2020, on avait connu un arrêt du marché pour des raisons assez simples à comprendre. Donc c'est un fort rebond. Ouais, fort rebond en 2021, qui en fait retrouve en 2022, parce que c'est intéressant de s'intéresser, enfin c'est intéressant de regarder l'année 2022. Sur le premier semestre, le marché est en baisse de 17%. Donc on a un effet de balancier après cette forte année de hausse en 2021. On est en train de revenir sur un marché un peu normalisé d'avant 2020. Donc en fait, on peut simplement dire que le marché de la fusion-acquisition, des transmissions, a digéré le Covid et il est en train aujourd'hui de se positionner sur ce qui va arriver après. Et c'est intéressant effectivement de se dire qu'est-ce qui arrive après. Si on regarde dans le détail, quelles sont les régions les plus dynamiques ? Alors les plus dynamiques sont assez traditionnellement les régions où il y a un tissu industriel, un tissu de PME important, l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Ouest et la région Hauts-de-France qui sont en 2021 et en ce début d'année des régions de bonne croissance du marché, tirées là aussi par les secteurs qui aujourd'hui sont un peu en pointe sur le marché de la fusion-acquisition, le marché de la santé, le marché du digital, le marché du service aux entreprises, et le marché du BTP, qui est en fort rebond en 2021. On a aussi un fort rebond sur le marché du tourisme et de l'hôtellerie en 2022, mais bon, qui s'explique aussi par un secteur qui avait été quand même assez sinistré entre 2020 et 2021. Quelles sont les perspectives qu'on peut imaginer pour la suite ? Alors aujourd'hui, on est assez prudent sur le marché de la transmission et de la cession d'entreprise, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'année 21 a été très forte et que, comme toujours, lorsqu'il y a eu beaucoup d'opérations, le marché a besoin d'une respiration. Et on le voit en 2022 avec un marché qui était en baisse à moins 17% à fin juin. On attend moins 15, moins 20 sur l'ensemble de l'année 2022, sous réserve qu'il n'y ait pas un peu plus de baisse compte tenu de la conjoncture et d'éléments pas tellement structurels, mais vraiment très conjoncturels, que sont la hausse des coûts, qui a démarré déjà l'année dernière, avec la crise des composants, l'augmentation du coût du travail, etc. En ce moment, on vit une chose très particulière qui va être l'impact de l'inflation de l'énergie,
avec beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questions qui vont se poser à beaucoup d'entreprises, notamment industrielles, dans les quelques mois qui viennent. Donc, On on est attend le plan de sobriété énergétique du gouvernement, savoir l'impact sur les Bah, entreprises. très clairement, parce que l'évolution de l'énergie, avec des coûts marginaux du mégawattheure qui peuvent faire x10, ça peut avoir un impact énorme sur la marge des entreprises et donc sur la valorisation et donc sur le marché. Donc ça, c'est un sujet. Tout ça dans une crise géopolitique qui n'effraie pas complètement les chefs d'entreprise, mais qui quand même crée de l'attentisme chez le consommateur, dans les marchés. La bourse n'a pas complètement encore digéré tout ça. Donc c'est vrai que l'année 22 va être sur la lancée de 21, donc même s'il y a une baisse qui est un peu cyclique et qui correspond à un équilibrage de marché, l'année 23 peut être une année qui peut être difficile, en tout cas complexe, mais pour laquelle on a encore assez peu de visibilité. Donc, vigilance pour l'année Ouais, 2023. vigilance. C'est pour ça que c'est important, je pense, pour les chefs d'entreprise de se poser des questions de fond sur leurs enjeux en matière d'acquisition, en matière de cession. Il y a probablement des choses à faire maintenant. Il peut y avoir des opportunités à traiter l'année prochaine. En tout cas, c'est clair que le monde d'après, ce que je disais tout à l'heure, on a digéré le Covid. Ce qui va arriver est peut-être pas encore complètement connu. Et forcément, il y aura des recompositions. On va conclure là-dessus. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Avec plaisir. À très bientôt. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale du monde du chiffre. On va faire le point sur la procédure disciplinaire des commissaires aux comptes avec mon invité Pierre Berlioz, directeur de cabinet du président de la CNCC. Pierre, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, dans quel cas un CAC peut-il être sanctionné? Alors, un commissaire aux comptes peut être sanctionné disciplinairement lorsqu'il commet une faute disciplinaire, par définition. Qu'est-ce qu'une faute disciplinaire? Alors, la faute disciplinaire, c'est essentiellement un manquement aux règles d'exercice de la profession, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles un commissaire aux comptes doit exercer sa mission, qui sont prévues par le Code de commerce, et puis également le Code de déontologie, qui encadre l'exercice, puisque la faute disciplinaire, c'est un comportement qui n'est pas conforme à ce qu'on attend d'un commissaire aux comptes, sérieux et rigoureux comme il doit l'être et comme ils le sont pour la quasi-totalité d'entre eux, évidemment. Comment se déroule la procédure? La procédure se déroule, alors c'est la particularité de la profession par rapport aux autres professions du droit, c'est que la procédure se déroule devant un régulateur externe, le H3C, le Haut Conseil du Commissariat aux comptes, qui n'est pas une émanation de la profession, comme peuvent l'être les chambres de discipline pour les avocats, d'autres professions du ministère de la Justice. Là, le H3C, c'est une autorité administrative indépendante, et donc la procédure se déroule devant le H3C avec 3 phases, on peut dire. Une phase d'enquête, ensuite une phase pendant laquelle on va décider, le H3C va décider s'il poursuit le commissaire aux comptes mis en cause, et enfin une phase de jugement qui sera devant une formation de jugement du H3C. Qu'est-ce qui préside à la décision d'une poursuite, par exemple? La décision de poursuite, c'est si la formation statuant sur les cas individuels considère qu'il y a potentiellement l'un des manquements que j'ai évoqué qui est constitué. Et donc, à ce moment-là, on va passer le dossier à la formation de jugement qui décidera effectivement, au vu du débat contradictoire qui doit se nouer et qui devrait d'ailleurs potentiellement se nouer un petit peu avant. C'est l'un des sujets qu'on a en discussion à l'heure actuelle. Mais en tout cas, de décider si effectivement un manquement a été commis. Donc, Et s'il y a un manquement, elle peut prononcer des sanctions. Quel type de sanctions? Elle peut prononcer plusieurs sanctions. Alors, l'éventail aujourd'hui n'est pas très large, puisqu'il y a l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice, la radiation et puis des sanctions pécuniaires. C'est un de nos sujets aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais c'est un de nos sujets. On a une potentiel de sanctions qui est finalement avec un trou au milieu, en quelque sorte, entre l'avertissement et l'interdiction temporaire d'exercice. On voit qu'il y a quand même un gros trou dans la raquette et on considère qu'il devrait y avoir des sanctions intermédiaires. Des sanctions intermédiaires, plus ciblées, plus précises, qui permettraient aussi de ne pas sortir cette arme de l'interdiction temporaire d'exercice qu'on va assortir de sursis dans un grand nombre de cas parce qu'elle n'est pas adaptée en réalité aux manquements constatés. Donc, on a une idée de ces sanctions intermédiaires?
Ça peut être l'interdiction d'accepter un mandat, le cas échéant dans certaines catégories de mandats en lien avec la faute qui a été commise. Ça peut être une obligation de formation, ça peut être l'interdiction d'accepter d'autres missions que la certification des comptes. Il y a un panel qui est relativement large. Alors, en cas de sanction, quels sont les recours possibles pour les commissaires aux comptes? Le recours, c'est devant le Conseil d'État, puisque on est devant une autorité administrative, devant le Conseil d'État, qui est l'autorité naturelle de recours contre une décision d'une autorité administrative. Donc un double degré de juridiction qui n'en est d'ailleurs pas forcément toujours un, puisqu'on constate que le Conseil d'État va plutôt statuer en droit que rejuger l'affaire, ce qui est aussi pour nous un petit sujet qui nous amène, comme je l'ai dit, à réfléchir à la manière dont on pourrait enrichir la procédure devant le H3C pour que le débat contradictoire soit plus nourri, y compris avec une voix de la profession plus importante, parce que en la matière, il y a des questions de principe qui peuvent être posées, des questions relatives aux normes d'exercice professionnel, dans lesquelles il est bon que la profession, par la voix du président de son institution, puisse faire valoir la doctrine de la profession pour éclairer aussi le H3C sur la façon dont la pratique se fait en réalité. Voilà, il y a plusieurs chantiers qui sont aujourd'hui qui peuvent être ouverts pour améliorer cette procédure avec toujours un objectif. Il faut toujours se souvenir de ça. C'est que la procédure disciplinaire, elle est avant tout là pour, on va dire, protéger la profession, faire en sorte que son exercice soit le meilleur possible et que ceux qui s'en écartent soient sanctionnés, mais ceux au bénéfice de la profession dans son entier, parce que grâce à cette discipline, elle peut mettre en avant l'extrême qualité et rigueur de son exercice. Et on voit bien qu'il y a quelques cas par an parce que, justement, c'est une profession contrôlée et c'est par cette procédure disciplinaire que s'exprime aussi sa plus-value. Donc, il est important que la procédure remplisse son objectif qui est de protection de la profession, donc d'une certaine manière au service de la profession. C'est ça qui est fondamental. Et puis aussi, évidemment, en respectant les droits des professionnels mis en cause, en faisant en sorte qu'ils puissent faire valoir pleinement leur défense. On va conclure là-dessus. Merci d'avoir présenté ce point sur la procédure disciplinaire des commissaires aux comptes. Avec plaisir, merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.